Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans notre nouvelle émission « Une ville, un écrivain ». Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Paris de Charles Baudelaire. Baudelaire est né à Paris en 1821. Il va aussi y mourir en 1867. C'est-à-dire qu'en 46 ans, il a eu plus d'une quarantaine d'adresses. C'est un record pour nos grands écrivains. Dans n'importe où hors du monde, dans le spleen de Paris, Baudelaire dira d'ailleurs « Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait s'offrir en face du poêle et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. » Très peu de ces adresses parisiennes subsistent. Les travaux du baron Haussmann sont passés par là. Pourquoi autant d'adresses ? Parce qu'il aimait certes déménager, mais surtout parce que le poète vit au-dessus de ses moyens. Il doit constamment changer de domicile parce qu'il est à court d'argent et il doit fuir ses créanciers. Ces adresses reflètent d'ailleurs sa déchéance financière. Après les beaux hôtels particuliers de l'île Saint-Louis, il enchaîne les hôtels modestes garnis et les meublés sordides. Baudelaire ne tient pas en place. Même chez lui, il fait bouger les meubles. Baudelaire, c'est un flâneur mélancolique et asocial, qui rêve plus la ville qu'il ne la décrit fidèlement. Tout devient allégorie pour lui. Les lieux parisiens composent la fourmillante cité, cité pleine de rêves, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Baudelaire s'attache moins à décrire un quartier ou un monument précis, c'est Paris dans son ensemble qui l'inspire. Sa description est généralement dénuée de toute indication topographique. Baudelaire cherche plus à communiquer des impressions et à partager des scènes de rue qu'il bouleverse ou bien qu'il inspire, comme Paris qui s'éveille. L'aurore grelottante, en robe rose et verte, s'avançait lentement sur la Seine déserte. Baudelaire a une vision très contrastée de Paris qui lui suscite dégoût et fascination en même temps. Lui qui disait « Je t'aime, ô capitale infâme ». Et voyons donc si, comme l'écrivait Baudelaire, dans les plis sinueux des vieilles capitales où tout même l'horreur tourne aux enchantements. Lorsque Charles Baudelaire naît en 1821 sous la Restauration, Paris compte un peu plus d'1 million d'habitants et n'a guère changé depuis le Moyen-Âge. Ses rues sont sinueuses et insalubres et les maisons ont 1 ou 2 étages. Baudelaire est né au 15 rue Hautefeuille, dans le 6e arrondissement. L'immeuble n'est pas d'origine, il a disparu avec le percement du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel. Le quartier ne possède alors qu'un seul axe, la rue Saint-Jacques, le quart d'eau, issu du tracé de la ville romaine. Baudelaire restera 6 ans à cette adresse, jusqu'à la mort de son père. 1 an plus tard, Caroline Dufay, la jeune mère de Baudelaire, se remarie avec un bel officier, Jacques Opic. Ce remariage, c'est un coup dur pour Baudelaire. Il entretient un lien fusionnel avec sa mère, comme il le lui écrira plus tard. Il y a eu dans mon enfance une époque d'amour passionné pour toi. Je me souviens d'une promenade en fiacre. Je me souviens des quais qui étaient si tristes le soir. Ça a été pour moi le bon temps des tendresses maternelles. Tu étais à la fois une idole et un camarade. Baudelaire déménage à l'angle des rues du Bac et de Verneuil avec sa mère et son beau-père. En 1828, ces derniers se marient non loin à l'église Saint-Thomas d'Aquin. La famille recomposée part ensuite à Lyon, où le lieutenant-colonel Opic est muté. Baudelaire y passera 4 ans et déjà il est nostalgique de Paris. La famille revient à Paris en 1836 et s'installe au 1 rue de Lille, dans le 7e, mais Baudelaire est alors inscrit comme interne au lycée Louis-le-Grand. Baudelaire, c'est un élève moyen, sauf en composition latine et en dessin, où il excelle et remporte des prix. Il est très indiscipliné, il se fait souvent reprendre. Et d'ailleurs, en avril 1839, il se fait même expulser du lycée par le proviseur. Il avait refusé de lui remettre un billet qu'un camarade lui avait donné en classe. Et devinez ce qu'il a fait, il a préféré l'avaler plutôt que le remettre. Alors, son bac en poche, Baudelaire ne fait rien de ses journées. Il s'habille en dandy, il dépense sans compter l'héritage laissé par son père. Le commandant Opic décide évidemment de l'éloigner de Paris et de ses tentations. Baudelaire embarque sur le paquebot des mers du Sud au printemps 1841.
Mais il n'ira pas au bout du voyage. Il s'arrête à l'île de la Réunion, découvre avec bonheur le charme d'une île où tout n'est que luxe, calme et volupté. Il revient alors à Paris, la tête chargée d'odeurs et de couleurs, et ce voyage nourrira ses futurs poèmes. À son retour de l'océan Indien, Baudelaire s'installe sur une autre île, l'île Saint-Louis, qui est probablement le lieu de Paris où la trace du poète est la plus visible, peut-être parce que ce morceau de Paris a été préservé des grands travaux. Baudelaire habite au dernier étage sur cour de l'hôtel Pimaudan, qui est aujourd'hui l'hôtel de Lausanne. Le bâtiment est délabré à l'époque et sert de repère aux réunions du club des Hachichines qui explore la création artistique sous l'emprise de la drogue. Baudelaire écrira d'ailleurs un essai sur les paradis artificiels en 1860. C'est ici que Baudelaire fera la connaissance de Théophile Gautier, auquel il dédiera la deuxième version des Fleurs du Mal. Juste à côté, au 6 rue Le Regrettier, habite Jeanne Duval, la Vénus noire. La métisse sera la muse de Baudelaire à partir de 1842. Il lui dédie d'ailleurs 17 poèmes dans les Fleurs du Mal. On en sait très peu sur elle, ni son nom, ni son véritable aspect physique, puisque tous ses portraits sont contradictoires. Leur liaison durera plus de 20 ans et sera houleuse. Ils passent leur temps à se brouiller et se réconcilier. D'ailleurs, à la même époque, Courbet réalise un tableau, l'atelier du peintre, où figuraient Baudelaire et Jeanne. Au rythme de leur brouille et de leur réconciliation, Courbet, sous les exigences de Baudelaire, effaçait ou repeignait la compagne. Au final, Jeanne Duval fut supprimée. Mais si l'on regarde de près, aujourd'hui, en raison de l'usure de la pigmentation de peinture, Jeanne réapparaît sur le tableau. Baudelaire ne s'est pas assagi. Des beaux livres reliés, des vêtements sur mesure, des meubles de prix, il vit très largement au-dessus de ses moyens. Son beau-père et sa mère le font mettre sous tutelle. Il ne recevra qu'une somme fixe qui devrait cependant être très suffisante pour couvrir un train de vie raisonnable. Alors Baudelaire vit très mal cette intrusion. Il n'a pas encore 25 ans, il porte déjà un regard critique sur le monde moderne et sur la décadence du spirituel. Mais surtout, Baudelaire va faire une tentative de suicide. Il se remet vite, mais dès lors, le poète rompt avec le style de vie bourgeois que sa famille veut lui imposer. Rebelle et instable, il ne tient toujours pas en place. Il aura un nombre incroyable de petites mansardes, de petits meublés. Il habitera sous les combles, il habitera au rez-de-chaussée. L'hôtel qu'on peut citer, c'est peut-être celui de la rue d'Amsterdam dans le 9e, l'hôtel de Dieppe. C'est là que Baudelaire a occupé une chambre, la chambre 26, au 5e étage. Cet hôtel est d'ailleurs à proximité de la gare Saint-Lazare et lui permettait de se rendre à Honfleur, où résidait sa mère chérie, désormais veuve. Avant de devenir célèbre pour les Fleurs du Mal, Baudelaire continue à rédiger des poèmes, souvent pour les journaux. Sa carrière littéraire décolle en 1845 lorsque Baudelaire publie ses critiques d'art sur le Salon, la grande exposition annuelle de peinture qui se tient au Louvre. Il se fera également connaître comme le traducteur de référence d'Edgar Allan Poe. Je voudrais maintenant vous parler d'un événement marquant dans la vie de Baudelaire. Nous sommes sur l'île de la Cité. Nous sommes en plein Second Empire, sous le régime autoritaire de Napoléon III. Les auteurs sont régulièrement victimes de la censure. À l'été 1857, 2 articles assassins du Figaro critiquent sévèrement Baudelaire et les Fleurs du Mal. Je vous laisse les écouter. Le premier accuse « Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. Encore si c'était pour les guérir, mais elles sont incurables. » Et le deuxième article renchérit. Toutes ces horreurs de charniers, étalées à froid, ces abîmes d'immondices fouillés à 2 mains et les manches retroussées, devaient moisir dans un tiroir maudit. Et voilà qu'au grand jour, l'aigle s'est transformé en mouche, l'idole est pourrie et les adorateurs fuient en se bouchant le nez. En outre, les Fleurs du Mal sont condamnées pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. C'est le procureur Pinard, c'est celui-là même qui avait attaqué Madame Bovary de Flaubert quelques mois plus tôt devant le tribunal correctionnel. Et c'est encore lui qui mène la charge contre Baudelaire. Alors Flaubert s'en était pas trop mal sorti, juste avec un blâme, mais Baudelaire, lui, va être très lourdement condamné. Il va devoir payer une lourde amende et surtout, 6 poèmes doivent être retirés du recueil. Cette condamnation n'aura pas que des désavantages.
Les gens se précipiteront en librairie pour acheter l'édition censurée et Victor Hugo écrira même à Baudelaire. Vos fleurs rayonnent et éblouissent comme des étoiles. Une des rares décorations que le régime actuel peut vous accorder, vous venez de la recevoir. La justice vous condamne au nom de ce qu'elle appelle sa morale. C'est une couronne de plus. Une deuxième édition des Fleurs du Mal, augmentée de 35 poèmes, sera publiée en 1861. Il faudra cependant attendre 1949 pour que le jugement soit cassé par la Cour de cassation et que les 6 poèmes censurés soient enfin réintégrés. Je voudrais partager avec vous quelques lieux qui évoquent Baudelaire. Je vous propose de commencer par le jardin des Tuileries, où Baudelaire aimait beaucoup se promener le matin. Regardez ce tableau de Manet, la musique aux Tuileries, qui fait figurer Baudelaire dans la foule des promeneurs. On le voit à peine, son visage est estompé, alors que c'était quand même un artiste très photographié pour l'époque. Il était extrêmement reconnaissable. Et en fait, Manet le connaissait très bien. On a d'ailleurs cette esquisse avec le visage de Baudelaire et son chapeau haute forme. L'autre lieu évocateur, c'est le carrousel du Louvre. Le poème Le Cygne est l'un des rares poèmes qui soit situé précisément. Il est dédié à Victor Hugo, qui est d'ailleurs le grand défenseur du patrimoine. Ce poème dénonce la disparition du vieux Paris sous les coups de pioche du baron Haussmann dès 1853. Le Cygne illustre la nostalgie du poète face à ce nouveau Paris aéré et rectiligne qui semble perdre de sa poésie et n'inspire plus le flâneur baudelairien. Plus possible de prendre son temps dans la rue, de profiter du pittoresque de la vie parisienne, d'être attentif aux détails fugaces dans ce nouveau Paris aux voies larges où tout effet de surprise est banni. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, blocs, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Plusieurs poèmes du spleen de Paris s'attachent au changement du paysage urbain. Baudelaire entretient une relation paradoxale avec la modernité, à la fois fascinante et répugnante, bienfaitrice et destructrice. Cette ambivalence, ce tiraillement face aux évolutions de Paris ne cesse d'être mis à jour dans ses poèmes. Par exemple, dans son poème en prose intitulé « À 1h du matin », enfin, seul, on n'entend plus que le roulement de quelques fiacres attardés et éreintés. Pendant quelques heures, nous posséderons le silence, sinon le repos. Enfin, la tyrannie de la face humaine a disparu et je ne souffrirai plus que par moi-même. Enfin, il m'est donc permis de me délasser dans un bain de ténèbres. D'abord, un double tour à la serrure. Il me semble que ce tour de clé augmentera ma solitude et fortifiera les barricades qui me séparent actuellement du monde. Horrible vie, horrible ville. Dans Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains, Baudelaire voit en la nouvelle cité haussmannienne le chaos d'une société de masse et décadente. En 1861, il la compare avec la ville qu'il a connue 20 ans plus tôt et regrette également la modernisation forcenée. Paris n'était pas alors ce qu'elle est aujourd'hui. Un tohu-bohu, un capharnaüm, une Babel peuplée d'imbéciles et d'inutiles, peu délicat sur les manières de tuer le temps et absolument rebelle aux jouissances littéraires. Demandez à tout bon Français qui lit tous les jours son journal dans un estaminet ce qu'il entend par « progrès ». Il répondra que c'est la vapeur, l'électricité et l'éclairage au gaz, miracle inconnu aux Romains, et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens. La vraie civilisation n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces du péché originel. Pour terminer, je voudrais vous emmener dans 2 endroits qui lui rendent hommage. La statue de Baudelaire au jardin du Luxembourg évoque le souvenir du poète qui, enfant, s'y promenait souvent avec sa mère. Sur le piédestal, vous trouverez une plaque où est gravée la dernière strophe du poème Les Phares, l'un des premiers textes des Fleurs du Mal. Baudelaire y évoque des peintres comme Rubens, De Vinci, Rembrandt, Michel-Ange, Puget, Watteau, Goya et bien sûr Delacroix. Ces artistes, par leur génie, ont tous tenté d'approcher la beauté éternelle et ont ainsi brillé comme des phares sur leur époque. Baudelaire ne cite aucun écrivain. Est-ce qu'il pensait être celui qui va poursuivre cette quête d'absolu
auprès de ses illustres aînés. Le romantisme flamboyant de Victor Hugo et de la première génération romantique est mort. Mais Baudelaire ne veut pas d'un retour au classicisme. À travers son poème Les Phares, il demande à ses modèles de le guider vers un nouveau romantisme moderne et contemporain. Alors Baudelaire est mort à seulement 46 ans, il est enterré au cimetière du Montparnasse dans la tombe de son beau-père qu'il détestait et de sa mère. C'est une stèle très simple, il est juste le beau-fils du général au pic et il n'y a aucune mention de sa qualité de poète. Ses admirateurs en 1902 ont lancé une souscription publique pour ériger un cénotaphe. C'est Rodin qui aurait dû être le sculpteur, mais finalement il renonça. Donc, vous l'aurez compris, Baudelaire a beaucoup déménagé, toujours convaincu qu'un nouveau décor, d'autres murs pourraient apaiser son désir de voyage, de nouveauté. Une chose est sûre, Paris lui a servi de cadre tout au long de sa vie, et si le poète est resté un éternel insatisfait, il n'a pas menti quand il s'adressait à Paris dans un projet d'épilogue pour les fleurs du mal. « Tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. » Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission, Une ville, un écrivain.